L'histoire a son envers, l'histoire a ses revers. Il y aura toujours une autre façon de voir. Et oui, c'était le fait marquant de la semaine, la mort de M. Serge Bouchard, une mort qui a attristé énormément de Québécois de tous les horizons. Heureusement, il nous a laissé des écrits qui resteront à jamais dans nos mémoires et j'avoue qu'égoïstement, je me trouve chanceux d'avoir pu l'accueillir à la balado en 2019, vous vous en rappelez, une entrevue qui m'a marqué. C'était une de mes premières entrevues à la balado et j'avoue, j'étais extrêmement intimidé, mais l'humanité de M. Bouchard avait ce pouvoir de transformer une entrevue en moment intime et amical. Alors, il me reste comme vous ses livres, sa voix chaude, qu'on peut encore écouter, que ce soit l'émission qu'il animait avec Jean-Philippe Plot ou encore avec ses remarquables oubliés qu'on peut toujours écouter grâce aux archives de Radio-Canada. Bon repos, Serge Bouchard, vraiment. Alors, ça a été une semaine qui a très mal commencé et qui a peut-être mieux commencé par la suite avec cette réforme annoncée depuis longtemps et qui a été déposée ce jeudi. Chaque génération qui passe a la responsabilité de la survie de notre langue. Puis là, c'est à notre tour. Non seulement on a le droit, mais on a le devoir d'utiliser cette clause dérogatoire, surtout quand le fondement même de notre existence comme peuple francophone en Amérique est en jeu. Ah, humez-vous l'histoire qui s'écoule doucement sous nos pieds. C'est peut-être le sentiment qui vous habite depuis le dépôt de la loi 96. Ouais, déjà, la loi 96, la façon que ça sonne, 96, on n'est pas certain de sentir l'histoire tant que ça se dérouler sous nos yeux. Je ne sais pas à l'époque où la loi 101 avait été déposée, si les gens s'arrêtaient, ça a l'air d'un détail, mais à la prononciation, mais loi 101, je ne sais pas, avec les années, on a senti qu'il y avait quelque chose de fondateur. Alors là, la loi 96, je sais pas. Je vais laisser tout ça reposer, cela dit, avant de me faire une opinion claire. Je n'ai pas encore lu le projet de loi. C'est une centaine de pages, 200 articles. C'est quand même costaud. Les constitutionnalistes ont une sorte d'orgasme, si je me fie aux analyses à chaud que j'ai entendues à gauche et à droite. Alors, réécrire une constitution québécoise dont tout le monde ignorait l'existence, vraiment, on vit dans un non-pays formidable. Chez les chroniqueurs, ça c'était drôle, ce matin, je lisais les journaux. Bon, chez les chroniqueurs du Journal de Montréal, on était assez tous unanimement d'accord pour dire que c'était un grand jour pour le Québec, quand Mario Dumont et Denise Bombardier s'enthousiasment d'une même chose. Je pense qu'il faut toujours se méfier. Dans le Devoir, c'était beaucoup plus timoré. Bon, c'est vrai, cela dit, il faut quand même le dire, sur le plan politique, ça semble jusqu'à présent un véritable coup de maître. Les nationalistes semblent heureux, les anglophones plus ou moins, donc c'est positif. À Québec solidaire, le dépôt du projet de loi leur a permis de prendre une petite pause d'une semaine marquée par une autre séance d'autoflagellation dont seule la gauche a le secret. J'offre mes sympathies aux gens du Parti québécois, eux qui se demandent pourquoi vivre après tout. On en a probablement pour au moins 20 ans de ce régime bleu pâle qui semble tant plaire aux Québécois. Et au Parti libéral du Québec, on est un petit peu fourré, je pense, de voir qu'on aurait pu accoucher d'une réforme comme celle-là. C'est Mathieu Bellil qui, sur Facebook, résumait, je pense, le mieux ce que je pense jusqu'à présent de cette réforme. Je me permets de le citer, lui qui écrit si bien. Je le dis sans méchanceté ni mépris, mais non sans une pointe de regret. François Legault ressemble de plus en plus à Robert Bourassa et la CAQ à l'ancien Parti libéral du Québec, plus ouvertement nationaliste, en quête perpétuelle d'un compromis, qui avait aussi, à son époque, cherché à consacrer le statut distinct du Québec par la voie constitutionnelle, ou pour le dire d'une autre façon, une réforme de la langue, oui, mais tant que ça nuit pas à l'économie et que ça bouscule pas trop les gens. De toute façon, on va décortiquer le projet de loi la semaine prochaine, on va se laisser du temps. J'ai demandé à Frédéric Lacroix, qui était déjà venu à la balado, l'auteur de Pourquoi la loi 101 est un échec, d'ailleurs qui a gagné le prix de l'Assemblée nationale du meilleur essai politique. Visiblement un essai que Simon-Jolin Barrette n'a pas lu, je pense, mais Frédéric Lacroix, donc, sera avec nous la semaine prochaine. On aura le temps de lire tout le projet de loi et de le commenter. Bon, soyons quand même positifs. La loi 96 sera peut-être effectivement l'ultime tentative réussie de préserver la langue française au Québec pour les siècles à venir, ou du moins jusqu'à la fin de l'Anthropocène, qui pourrait survenir dans 25 ans si on ne lâche pas. Mais au moins,
au moins d'ici là, le français demeurera la langue commune de tous les Québécois. Cette langue qui permettra aux communautés autochtones de continuer à être méprisées en français dans le réseau de la santé, comme nous le démontraient avec brio les journalistes Jessica Nadeau et Marie-Michel Sioui dans un grand dossier paru dans Le Devoir cette semaine. J'espère que vous l'avez lu sur comment les communautés autochtones se sentent non respectées, puis le mot est faible dans le réseau de la santé, et couplé avec le début des audiences publiques sur le décès de Joyce Echaquan, on se dit que ce sera vraiment difficile pour ce gouvernement de continuer à nier la présence d'un racisme systémique au Québec. Ça commence à faire pas mal de cas isolés, de moins en moins isolés, surtout si on ajoute les faits révélés dans l'arrondissement de Montréal-Nord où les cols bleus semblent cultiver le privilège blanc et s'assurer que les Noirs à col bleu restent en bas de l'échelle, surveillés par 3 cols bleus blancs à côté sur une pelle. Heureusement, je vous le dis, j'essaie d'être positif, la discrimination n'est pas présente partout, certainement pas chez les 5000 dossiers qui ont été volés sur les serveurs de Place 05, le guichet automatique géré par la coopérative Enfance-Famille pour aider les parents à se trouver une place en garderie. On l'apprenait cette semaine. Même les données personnelles du ministre Mathieu Lacombe ont été subtilisées. Alors, je vais rester positif sur une base de données de 85 000 dossiers. Ce sont 5000 familles qui risquent au moins de recevoir un appel. Bon, ce sera un appel de fraudeur, mais au moins, ils recevront un appel, contrairement aux 82 000 autres dossiers qui ne seront jamais appelés. Bon, j'avoue que tout ça reste secondaire, parce que je l'avoue, j'ai passé une semaine... une belle semaine, en fait, j'ai vécu une sorte de consécration, puisque mes écrits ont été cités à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, il y a Fred Savard qui résume bien la pensée des parents hier. Puis il dit la chose suivante. Il dit « On m'indique que l'invité surprise au Palais des Congrès pour la vaccination des plus jeunes serait le ministre de l'Éducation et qu'il fera un spectacle de magie. Il fera disparaître sa crédibilité en jonglant avec la santé publique. » Honnêtement, c'est drôle, mais c'est triste. Vous savez pourquoi c'est triste, Monsieur le Président? Parce que c'est franchement vrai. Ouais. Je suis rendu là, moi, dans ma formidable carrière. On me cite à l'Assemblée nationale ma bonne amie Dominique Anglade, que j'appelle Doom dans le privé. C'était un tweet que j'ai écrit mercredi quand on a appris qu'un artiste mystère allait égayer la file d'attente des jeunes milléniaux en déficit d'attention qui attendaient de recevoir leur vaccin au Palais des Congrès jeudi. Les jeunes ont plutôt eu droit aux chansons, mais surtout au rafraîchissant dynamisme souveraino-juvénile d'Émile Bilodeau. Cela dit, j'ai été un petit peu déçu, par contre, du peu de considération qu'a semblé manifester M. Legault à mon égard. Monsieur le Premier ministre. Bon, Monsieur le Président, maintenant, la chef de l'opposition officielle cite Fred Savard qui aime s'amuser à faire des jokes sur les médias sociaux. Franchement, me réduire à un simple gars qui fait des jokes sur Internet, sur les médias sociaux, alors que, je rappelle, j'ai remporté 3 Gémeaux, un Olivier, et que j'anime une balado à succès. C'est très, très petit. Et je ne porte jamais de macarons anti-loi 21 en plus. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque où j'étais à la soirée encore jeune, M. Legault demandait toujours si j'étais encore à l'émission avant d'accepter une invitation. Cela dit, je peux vous le dire, il n'est pas venu très souvent. Alors, cette semaine... 34e épisode de la balado, on va parler d'immobilier, on va parler de capitalisme et de logement. Un livre qui est paru cet automne de Louis Gaudreault, Le promoteur, la banque et le rentier. Fondement, évolution du logement capitaliste. Un livre dense qui m'a vraiment passionné. J'aurais dû le lire avant, mais bon, il y a tellement de... plein de choses que j'ai lues. Il y avait des gens que je devais inviter avant, tout ça. Bon, j'ai fini par lire le livre. J'ai demandé à M. Gaudreault de venir en discuter. Alors, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une réflexion sur des choses qu'on a l'impression qui vont de soi. Capitalisme et immobilier, ça n'a pas toujours été le cas. Et comment le marché, comment les structures qui animent l'immobilier se sont transformées au cours des années. Donc, ce sera l'entrevue de l'essayiste cette semaine. On va parler également de l'Eurovision. Ça, c'est un sujet qui m'a été proposé par Jean-Sébastien Barbeau. J'étais pas sûr au début. De toute façon, vous allez voir dans l'introduction, mais vraiment, segment passionnant sur la dimension politique de l'Eurovision. Mais là, pour l'instant, je suis extrêmement heureux. J'ai fait un appel sur les médias sociaux cette semaine. Je fais pas juste des jokes pour qu'on parle de Colombie.
que je trouve la bonne personne pour nous expliquer ce qui se passe en Colombie. Et c'est ça qu'on va faire immédiatement. On va aller tout de suite rejoindre Luisa Sanchez pour nous expliquer ce qui se passe en Colombie. Bon épisode tout le monde. Bon, vous savez qu'à la balado, nous avons une sensibilité particulière pour l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, entre autres. On a une antenne au Chili, et là, il se passe des choses en Colombie, et moi, je trouvais ça important que la balado aborde ces sujets-là, et je trouve qu'ici, dans les médias, on en a parlé, mais peut-être pas assez, ou on n'a peut-être pas pris le temps. Alors, j'ai fait un appel à tous sur les réseaux sociaux, et j'ai eu la chance, je crois, de trouver une personne qui me semble extraordinaire. On le dira à la fin de l'entrevue. Luisa Sanchez, bonjour. Bonjour Fred. Ça va bien? Ouais, dans les circonstances. Ça va. Ouais. Malgré tout, bon. Ça va bien. On garde l'espoir. Voilà. Alors, en fait, je voulais surtout avoir quelqu'un sur place en Colombie. Bon, vous, je pense que c'est important de vous présenter. Vous êtes directrice du département d'anthropologie à l'université Javeriana de Bogota. Est-ce que ça se peut que je prononce pas bien certains mots, hein? C'est pas grave, moi non plus, hein. Vous allez voir. C'est l'université Javeriana. Ah, voilà. Bon, à Bogota. Vous êtes anthropologue, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Bon, alors là, je trouvais ça... en fait, j'avais envie d'avoir quelqu'un comme vous. Et là, je veux qu'on comprenne, qu'on essaie de prendre un peu de recul sur les manifestations qui ont cours présentement. Bon, d'ailleurs, est-ce que les manifestations se déroulent partout au pays ou elles sont circonscrites dans des régions précises? Et tout d'abord, Fred, je voulais vous remercier énormément pour avoir pris contact avec nous. C'est très important dans ces moments en Colombie de savoir qu'on a aussi les regards des gens dans d'autres pays qui se tournent vers nous. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt. Et pour répondre à votre question, et oui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire en Colombie, c'est que les manifestations ne se déroulent pas qu'à Bogota, la capitale, mais il y en a un peu partout dans les pays. Oui. J'ai lu, en tout cas, de ce qui ressort ici, la région de Cali, entre autres, qui semble être particulièrement touchée par les manifestations. Et de ce que j'en comprends, évidemment, il y a plusieurs... On va reculer un peu dans le temps parce que c'est pas des événements... En fait, les événements, oui, sont déclenchés par des faits politiques précis, mais c'est une longue accumulation de frustration chez la population. Puis je sais qu'au Chili, entre autres, ce sont des mesures qui ont été quand même assez ciblés, annoncés par le gouvernement, qui ont mis le feu aux poudres, entre autres l'augmentation du prix du transport en commun. Et j'ai l'impression qu'en Colombie aussi, c'est un peu ça. C'est en fait une annonce du gouvernement d'Ivan Duque de majorer le prix de certains biens essentiels. Est-ce que c'est ça qui a mis le feu aux poudres? Disons que c'est une manière aussi de l'expliquer. C'est que ce qui a mis le feu, comme vous dites, c'est l'annonce d'une réforme fiscale et qui est axée sur les impôts des gens, qui met le poids des impôts sur une classe moyenne qui est très touchée par la pandémie dans ce moment, dans des termes économiques. Mais c'est pas que ça. C'est aussi une réforme au système de la santé qui est très faible en Colombie. Mais comme vous le disiez, ce n'est pas un mouvement social qu'on puisse expliquer à partir de ce qui se passe maintenant, de ce qui se passe depuis 2 semaines et qu'on voit un peu partout dans les médias. Parce que moi, ce que j'aime bien penser, c'est que on peut faire les parallèles avec un phénomène naturel, une espèce de tsunami, d'éruption d'un volcan. C'est-à-dire que vous pouvez vous concentrer sur la surface, sur les implications qu'on voit dans l'immédiat. Et ou bien on peut aussi regarder un peu plus profondément ce qui se passe. Et on peut nous focaliser sur la tragédie ou on peut aussi regarder comment la vie se renouvelle, qu'est-ce qu'il y a aussi de positif dans ces mouvements sociaux. Et je pense que c'est intéressant de faire les parallèles avec le Chili, parce qu'on on est dans une situation en quelque sorte ressemblante, parce qu'en effet, ça a été l'annonce de cette réforme fiscale dans un moment où la Colombie est vraiment très touchée économiquement. Et cette annonce, l'annonce de cette réforme fiscale arrive dans un moment
où des institutions donnent aussi des chiffres impressionnants. Et il y a 2 semaines, l'Institut des statistiques de la Colombie a annoncé que dans le contexte de la pandémie, 42% de la population sont en condition de pauvreté. Et c'est-à-dire qu'il y a 21 millions de personnes aujourd'hui dans mon pays qui vivent avec moins de $100 canadiens. Pour que vous $100 canadiens annuellement? Non, mensuellement. Mensuellement, bon, voilà. Mais quand même, c'est incroyable. Et il y a 8 millions de personnes qui vivent avec moins de $47 canadiens. Donc là, c'est un contexte vraiment compliqué et au niveau économique. Et c'est pour ça que là, même si on est dans un pic de la pandémie du COVID-19, et les gens se sont vraiment... ils sont partis dans la rue et voilà que la manifestation a pris de l'ampleur dans tous les pays, notamment à Cali. Bon. La pandémie. La Colombie est un pays d'à peu près 50 millions d'habitants. 3 millions de cas de COVID ont été identifiés. 76 000 décès. C'est bien ça, hein? C'est quelque chose comme ça. Oui. Parlons un peu du gouvernement. C'est le gouvernement d'Iván Duque. Parlez-nous un peu de son gouvernement et de l'homme en tant que tel. Oui, le gouvernement d'Iván Duque, comment on pourrait expliquer ça? Disons qu'en Colombie, on a eu, entre 2002 et 2018, le gouvernement d'Álvaro Uribe, qui est un personnage aussi très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Colombie. Et l'arrivée au pouvoir d'Álvaro Uribe en 2002, ça a signifié aussi, comme partout dans l'Amérique latine, ce virement vers la droite, extrême. Et après Álvaro Uribe, il y a eu le gouvernement de Juan Manuel Santos qui a essayé de mettre l'accent sur la possibilité d'avoir la paix en Colombie. On est un pays dans un conflit interne depuis les années 50 du dernier siècle. Et Iván Duque, qui arrive au pouvoir en représentant la voix d'Álvaro Uribe, de cet extrême droit colombien. Et c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas dans le panorama politique de la Colombie, parce que ils ont essayé de le montrer comme un président jeune et ayant décidé de renouveler. Et ce discours-là, disons que a pris de l'ampleur parce que la population de la Colombie est passée par un moment très difficile après que en 2018, les personnes ont dit non à la possibilité de faire les accords de paix avec la guérilla des FARC. Et ce moment-là, le 2018, a fait que la Colombie s'est radicalisée, politiquement parlant. Donc, Iván Duque arrive un peu sorti de nulle part parce que il n'était pas dans les panoramas politiques du moment, mais il représentait l'espoir pour une classe moyenne, urbaine, et qui ne voyait plus d'autres représentations politiques possibles. Et il arrive avec un programme très faible de gouvernement et toujours en suivant les ordres d'Álvaro Uribe derrière. Non? Donc, c'est un peu le pouvoir derrière cet homme-là. C'est le parti d'Álvaro Uribe Vélez qui est le Centre démocratique, ça s'appelle comme ça. Et donc, Iván Duque est perçu pour les Colombiens comme un président qui n'est pas représentatif et qui est très faible, qui a pris des mesures. Et pas du tout adapté aux besoins qu'on avait. Les gens se sont sentis trahis parce qu'il y a eu aussi une montée de la violence contre la population civile, contre les défenseurs des droits de l'homme impressionnant. Et de ce fait, quelques années plus tard, il arrive il y a la pandémie du COVID-19 et il y a aussi des mesures pas du tout adaptées au contexte colombien qui ont été prises. Et c'est pour ça qu'il a une très faible popularité parmi les populations aujourd'hui. Oui, on parle de 33 % de taux de popularité. Vous avez parlé un peu du président Uribe. Il y a des faits troublants aussi qui sont apparus et qui ont un peu nourri les manifestations. C'est 6402 jeunes civils qui auraient été éliminés par les forces armées, mais qu'on aurait voulu présenter comme tout simplement morts au combat.
Et c'est exact, Fred. Et je pense que ces chiffres-là que vous pouvez regarder partout dans les murs des villes de la Colombie, par exemple ici à Bogota, dans un des monuments les plus représentatifs de la ville, et maintenant on voit ce chiffre 6402 énorme, parce que c'est un chiffre qui a aussi aidé à la colère des gens, parce que ce sont des gens présentés comme des combattants des groupes armés et exécutés par l'armée, mais qu'au fil des jours, des institutions qui ont essayé d'avoir des versions de l'histoire beaucoup plus adaptées à la réalité. Et après de nombreuses recherches pour arriver à ça, ils ont déterminé qu'il y avait à peu près 6402 personnes entre 2002 et 2008 qui ont été tuées et présentés comme des combattants et des guérillas. Alors que c'était des civils. C'était des civils, exactement. Et ce qui est aussi très grave en termes des droits de l'homme, c'est que ce sont des personnes qui sont pour la plupart des disparus, qu'on n'a pas pu retrouver leur corps, et ça fait que, et c'est partout dans la Colombie, mais c'est surtout dans les zones rurales de la Colombie où ça se passe. Bon. Parlons un peu des manifestants, du tissu social. Il semble avoir, de ce que j'en comprends, quelque chose de plutôt inédit, c'est qu'il y a de multiples couches de la population qui manifestent. Il y a des Colombiens, je pourrais dire peut-être de culture hispanophone, il y a des afrodescendants, il y a les peuples autochtones aussi. Expliquez-nous un peu le panorama, le tissu social de la Colombie présentement. Et tout à fait, Fred, ce qui est assez inédit. Et on le voit, c'est pas que maintenant, on voit ce mouvement social, cette espèce de puissance de la société civile en Colombie montée depuis 2019, où il y a eu aussi des manifestations importantes contre le gouvernement aussi. Et nous, en Colombie, comme vous le disiez, on est une population, on a 40 ou 50 millions. Les chiffres ici sont très variables dans ce pays. Mais en tout cas, on est un pays qui reconnaît aussi une multiculturalité importante. Donc, il y a 105 peuples autochtones. Et il y a aussi des communautés afro-colombiennes. Il y a des paysans. Et il y a une grande population qui habite dans les zones rurales de la Colombie. Et comme au Chili, ce qui a été très intéressant pour ces mobilisations-là, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui fait partie du mouvement des étudiants. Et ça, on ne l'avait pas vu auparavant en Colombie, parce que l'accès à l'éducation est aussi un luxe dans mon pays. Ce n'est pas du tout un droit. Et c'est un privilège de très peu de personnes. Et maintenant, il y a eu plusieurs secteurs de la population qui se sont réunis dans ces manifestations. Il y a eu des paysans, il y a eu des étudiants et des jeunes. Même pour la première fois, on a vu aussi des manifestations des mères, des femmes enceintes qui sont sorties dans la rue et pour se prononcer, pour manifester leur colère. Et un acteur très important et qu'on a vu dans les médias, c'est ce qu'on appelle la Minga indígena. Et la Minga, la Guardia indígena, et la Minga, c'est un mouvement social des Indiens, justement, qui habitent autour de la ville de Cali, dans ce département qui s'appelle le Cauca, et qui est un des départements les plus riches de la Colombie en termes de ressources naturelles, mais avec aussi des conflits très importants et beaucoup de violence. Et ce sont des organisations des peuples autochtones, et surtout des jeunes, ce qui est aussi très, très intéressant et en termes de l'analyse de ce mouvement politique et social. Et ces gens, aujourd'hui, la plupart, une partie de la Colombie au moins, se sont plus représentés pour ces mouvements sociaux qui s'appellent la Guardia indígena, et qui sont des Indiens et de cette région-là du Cauca, mais aussi qui regroupent des mouvements des Indiens et d'autres parties de la Colombie.
et des peuples autochtones. Et on se sent plus représenté pour ces mouvements sociaux que pour les forces de la police ou l'armée ou des institutions de l'État. Non? Donc, ils ont beaucoup de légitimité dans ces moments et c'est pour ça qu'il y a eu toute une mobilisation internationale pour défendre les mouvements des Indiens qui sont sortis dans la ville de Cali parce qu'ils ont été victimes des attentats contre leur vie au cours des manifestations. Et c'est ça aussi qui a fait que la colère augmente parce que une autre chiffre qui est important de donner pour comprendre le contexte, c'est qu'entre 2016 et 2021, il y a eu 980 défenseurs des droits qui ont été tués en Colombie et ce sont des gens, surtout des gens qui appartiennent aux communautés paysannes, qui appartiennent aux peuples autochtones et qui sont des défenseurs de l'environnement, des droits de l'homme. Donc, c'est aussi ce chiffre-là qui a fait pousser la colère des gens et fait sortir les mouvements des peuples autochtones. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu ces images. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces mouvements sociaux, c'est que justement un groupe de peuples autochtones de cette région-là, du Cauca, autour de Cali, et ils sont venus jusqu'à Bogota et ils ont fait tomber ces statues des conquéreurs. Oui. Ce qui est intéressant, Luisa Sanchez, c'est qu'on a ce mouvement-là ici également. Évidemment, c'est pas le même contexte, mais ce déboulonnage de statuts, ce désir de se réapproprier son histoire. Et ici, évidemment, c'est souvent mal vu parce que ce sont souvent des militants très, très à gauche. Mais j'imagine que en Colombie, ça prend une autre signification avec le contexte des manifestations. Tout à fait. Je pense que ça a été aussi une inspiration de manifestations qui se sont passées partout dans le monde, notamment aux États-Unis avec les Black Lives Matter. Oui. Et c'est désir, comme vous le disiez, de se réapproprier des symboles et qui ici en Colombie, on est un pays très hispaniste, donc ces monuments, les statues représentent surtout des conquéreurs espagnols. Et donc, forcément, le fait de faire tomber les statues et de vouloir resignifier les monuments et les centres, les places historiques des villes en Colombie, parce que ça s'est passé à Cali il y a quelques mois, et ça s'est passé ici aussi à Bogota, et comme on l'a pu le voir. Et c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a aussi cette blessure du colonialisme qui est ouverte. Et aujourd'hui, une initiative que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est que maintenant, il y a une espèce d'enquête citoyenne pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre au lieu des statues de Gonzalo Jiménez de Quesada, qui a été une des statues les plus visibilisées qui a été... on disait ici en Colombie vandalisé, mais voilà. L'anthropologue en vous préfère un autre terme que vandaliser, c'est ça, ce que je comprends. Bien sûr, parce que ça fait aussi partie de ces stratégies du gouvernement des droits, ça a été de criminaliser les manifestations et de tacher toute une partie de cette population en tant que vandales, des gens violents. Et donc, ça c'est une autre couche pour cette analyse-là. Mais d'ailleurs, vous ouvrez une parenthèse, Luisa Sanchez. Il y a aussi des contre-manifestations. Je lisais des trucs sur le mouvement blanc qui sont des gens riches, en fait, qui manifestent contre les citoyens. Il y a aussi les narcotrafiquants, on n'en a pas parlé. On a l'impression ici que, entre autres, le cartel de Cali, de Medellín, une espèce de folklore qui aurait disparu, que les narcotrafiquants sont moins présents, mais ils font partie aussi de toute cette fresque de manifestations sociales. Et oui, Fred, c'est-à-dire que pour comprendre la situation dans mon pays, il faut savoir que ici en Colombie, on est un des pays les plus inégaux de l'Amérique latine, parce qu'on est aussi un pays très riche en termes de ressources naturelle. Et il y a aussi une distribution très inégale de la terre productive. Et ça a fait qu'une grande partie de la population a dû se tourner vers le narcotrafic comme la seule solution pour avoir des moyens de vie. Et du coup, le narcotrafic, c'est quelque chose qui est
très important, et non pas seulement en termes économiques, mais aussi en termes culturels, parce que le narcotrafic a imposé un projet culturel en Colombie depuis plus de 30 ans. Et en effet, on est une société très polarisée. Et aujourd'hui, aussi parce que les médias, et je pense que c'est très important ce que vous faites ici avec votre podcast, parce qu'il y a une politique de silence, de polarisation des médias officiels en Colombie. Et ça a fait que une partie de la population a pris aussi l'initiative de contre-manifester. Et comme vous le disiez, ce sont des couches de la population assez complexe, parce que ce n'est pas que des riches, ce n'est pas que des gens privilégiés, mais il y a aussi toute une partie de la population qui ressent aujourd'hui beaucoup d'affinité avec des idées d'extrême droite. Et ça, c'était inédit. On a vu des gens habillés en blanc et en tenant des discours de paix sortir et attaquer les manifestations d'autres personnes. Donc là, on vit dans un environnement d'une polarisation sans précédent. Je pense, même si ça fait partie de la structure politique de mon pays depuis très longtemps. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé, ce qui a été montré par les médias, et les discours que l'ex-président Álvaro Uribe et Iván Duque et certaines personnes du gouvernement ont prononcé, ça fait que cette polarisation a fini pour diviser encore plus la population entre cette minorité d'extrême droite qui a pris les armes, parce que c'est quand même quelque chose d'impressionnant, c'est qu'ils ont pris les armes, ils ont décidé d'attaquer les populations en disant que c'était leur droit de se défendre contre le vandalisme, justement, contre ces termes-là, le vandalisme et l'attaque à la propriété privée et des arguments comme ça. Donc, moi, j'aimerais bien savoir qui fait partie de cette couche de la population, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de données pour savoir qui manifeste, pourquoi les gens sont sortis dans la rue, mais on n'a pas assez de données pour savoir qui sont ces personnes qui ont décidé de prendre les armes contre le peuple. Vous dites qu'il y a une certaine... les médias, entre autres, taisent certains éléments. Il y a une espèce de loi du silence. Vous, en tant qu'intellectuelle, vous êtes directrice d'un département d'anthropologie. Est-ce que vous sentez une certaine pression? Là, vous me parlez, bon, évidemment, je ne suis pas un grand média, mais quand même, j'imagine que des gens comme vous qui donnez des entrevues, est-ce que vous sentez qu'il y a un certain danger ou que vous pourriez déranger certaines personnes, ou la liberté d'expression reste quand même quelque chose qui a cours malgré les manifestations? Je pense, Fred, que comme on est encore dans les événements, parce qu'on est toujours dans les manifestations depuis 2 semaines et tous ces mouvements sociaux est en pleine effervescence. Il y a pour certaines personnes, il y a aussi de la censure et ils ressentent une pression des médias. Après, moi, je suis dans un lieu très privilégié qui est l'université. Et ce qui a été qui me donne à moi-même de l'espoir, c'est que les universités, pour la première fois, ont pris aussi parti dans ces mouvements sociaux. C'est pas non plus la coutume ici en Colombie, parce que la plupart des universités sont privées. Et de ce fait, par exemple, l'université dans laquelle je suis, c'est une université régentée par une compagnie religieuse, et les jésuites. Et pour la première fois, l'université a pris la décision de parler publiquement, de se manifester des propositions politiques et de réclamer un lieu aussi dans l'espace public pour pouvoir encourager le dialogue. Donc, je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les médias officiels qui sont cooptés par le gouvernement, et je pense qu'il n'y a aucun doute. C'est clair et net qu'il y a toute une politique de silence. Ce n'est pas que le silence. Je pense que c'est aussi de montrer
qu'une partie de l'histoire. Donc là, si vous voyez les journaux, et en Colombie, les émissions qui passent à la télé, et c'est assez effrayant parce que vous ne voyez que des scènes de violence, mais ils ne montrent pas que ce mouvement social n'appartient qu'aux gens les plus défavorisés, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées. Et du coup, moi, en tant que professeur, et j'ai pas ressenti la censure. Au contraire, je pense que là, pour la première fois, on est invité, on est convoqué à parler. Et je trouve que c'est très intéressant et très important parce que ça montre aussi que on commence à construire une société civile, ce qui n'était pas donné auparavant, où la voix de plusieurs personnes a un espace important. C'est vraiment intéressant. Puis je termine avec ça, Luisa Sanchez. Il y a une professeure ici qui s'appelle Leila Celis, qui est professeure au département de sociologie de l'UQAM, qui a envoyé une lettre aux médias pour demander au Canada d'intervenir parce que, et elle soulignait, puis là je veux savoir vous, votre perception en Colombie du Canada, entre autres, qui on le sait est un paradis fiscal minier pour les grandes entreprises minières qui ont des intérêts et des activités qui ont été controversées partout en Amérique du Sud, et elle disait que le Canada devait réagir parce que souvent il y a des entreprises, entre autres, qui ont participer à des exactions sur des populations avec la complicité du gouvernement là-bas et qui sont subventionnés ici. Est-ce que cette dynamique-là, par rapport à la communauté internationale, par rapport à d'autres entreprises internationales installées en Colombie, est-ce que ça fait partie aussi des manifestations ou est-ce que c'est inclus, en fait, dans cette réflexion-là? Votre question est très intéressante parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent du Canada ici en Colombie, mais par contre, on connaît le Canada justement par les énormes projets extractivistes qui se mènent un peu partout en Colombie, des projets d'extraction d'or, de charbon, d'autres ressources naturelles. Et même si ça ne fait pas partie de ce qu'on entend dans les manifestations, comme vous-même le disiez avant, ce mouvement social montre la désespoir qu'on a, la colère qu'on a contre le modèle actuel de développement en Colombie. Et ce modèle actuel qui n'a fait que approfondir les inégalités, qui n'a fait que approfondir la faible distribution de la richesse, les monopoles des terres productives. Et dans ce modèle-là, l'extractivisme est un axe central. Donc, parce que depuis 2 jours, il y a aussi un appel de la société civile, de certaines parties de la population, à mener des dialogues. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les points que la population réclame comme faisant partie de ces dialogues qu'on a besoin d'avoir dans ces pays, et il y a le thème de l'extractivisme et de ces modèles-là. Non? Vous savez, ici, on est un pays où le fracking est permis, et même s'il y a eu beaucoup de controverses par rapport à ça, on a l'impression que tout est permis en Colombie et ça a eu des affectations tellement graves pour les populations et ça a aussi approfondi la violence, les conflits armés à un tel point que ça fait évidemment partie des demandes qu'on a parce que si on n'arrive pas à trouver un modèle de développement plus adapté à nos besoins et à notre réalité, les choses ne vont pas finir ici. Même si le gouvernement accepte de ne pas faire passer les réformes fiscales, la réforme à la santé, et de toute manière, la blessure est plus profonde. C'est ça. Bon, Luisa Sanchez, merci infiniment. Vraiment, je nous sens privilégiés d'avoir quelqu'un comme vous pour nous parler de la Colombie. Je me risque à vous demander de revenir à la balado éventuellement. On va suivre la situation, puis au besoin, j'aimerais vraiment qu'on puisse se reparler dans un avenir assez proche. C'est très important pour nous de savoir que les gens d'autres pays regardent ce qui se passe en Colombie et ont
aussi envie de comprendre et c'est ça ce que je trouve le plus intéressant de votre démarche, de comprendre profondément ce qui se passe. Et avec plaisir, je peux retourner quand vous voulez. Et j'espère aussi que un jour, on vous tiendra ici en Colombie. Ah, j'aimerais ça, vraiment. Ça serait génial. Oui. Si un jour, vous pouvez faire la balado depuis Bogota. Ah non, mais vraiment, j'adorerais ça. Ouais, puis j'amènerais ma console, mes micros, puis on ferait un épisode de Colombie. Ça serait extraordinaire. Tout à fait. Et j'espère que cette réflexion sur le lieu et qu'il y a aussi le Canada dans la réalité de notre pays ne s'arrête pas là et que vous continuez à faire cette réflexion critique qui est si importante et si productive. Merci vraiment beaucoup et bon courage, Louisa Sanchez. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Louisa Sanchez, directrice du département d'anthropologie à l'Université Javeriana de Bogota. Bon, là, je ne vais pas être cynique, mais j'attendais que la crise du logement prenne toute son ampleur pour inviter mon prochain invité. Louis Gaudreault, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal et vous êtes l'auteur d'un essai fascinant, Le promoteur, la banque et le rentier, qui a été publié, je crois, à l'automne chez Lux. Il a été publié au mois de juin, en fait. Ah, l'année passée? Ah oui? Ah, mon Dieu, je pensais que c'était à l'automne. Bon. Alors, j'ai pris encore plus de temps que j'aurais dû pour le lire. Sous-titre « Fondement évolution du logement capitaliste ». C'est drôle parce que on lit le titre, on a l'impression que tout va de soi, mais vous le démontrez très rapidement dans votre livre, c'est absolument pas le cas. Et je trouvais ça vraiment intéressant de vous inviter pour qu'on développe un peu cette idée, parce qu'on est dans une crise du logement, oui, mais on est surtout dans un remodelage de notre rapport au logement, et c'est le capitalisme qui nous a apporté ça. Oui, tout à fait. Au début du livre, vous dites que l'activité immobilière a connu une telle croissance qu'elle constitue une menace potentielle pour l'économie. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ben, c'est drôle parce que ça a été écrit, ça a été publié l'année passée, mais ça avait quand même été écrit un peu avant, donc c'était avant les événements qu'on connaît en ce moment. C'est que depuis une vingtaine d'années, un peu partout au Canada, mais de façon un peu inégale selon les provinces, les villes, etc. Mais on observe une forte croissance de l'immobilier, du marché de l'immobilier au Canada. Et il y a même eu des risques, en fait, des craintes très sérieuses qu'on connaisse une crise semblable à celle que les États-Unis avaient connue autour de 2007-2008. Et on est depuis ce temps-là, et on peut le lire aussi souvent dans les journaux, face à une situation où tout le monde se demande, on est-tu dans une bulle immobilière? Est-ce qu'on ne serait pas aurions-nous atteint la limite de ce que des augmentations que le marché peut générer puis que le reste de la société peut supporter? Et donc, ça venait de ce constat-là qui était bien antérieur à la situation qu'on vit en ce moment. Et on a l'impression que, vous avez raison, ça fait 20 ans qu'on nous dit que les prix vont baisser, que ça va se faire. Au contraire, à chaque fois, ça continue d'augmenter. La frénésie est toujours là. Et vous, en tout cas, je pense que vous apportez une partie de la compréhension de ce phénomène-là. Mais on va reculer un peu parce que ce que j'aime de votre livre aussi, c'est que vous décortiquez un peu les éléments distincts qui constituent l'immobilier. Commençons peut-être par la propriété foncière. On a l'impression aussi que c'est quelque chose qui va de soi, mais c'est une construction sociale totale et, je dirais même étatique. Elle est l'institution centrale du monde contemporain et du capitalisme. Vous dites même qu'elle lui fournit son assise spatiale. Mais elle remonte à l'Empire romain et au Moyen Âge. Oui, tout à fait. L'institution de la propriété, ça existe depuis plusieurs siècles. Mais ce qui est plus récent, c'est sa généralisation sous une forme particulière, qui est celle qui est aujourd'hui dominante, qui est celle de la propriété privée. Donc, la propriété qui confère à celui qui la détient un droit absolu et exclusif sur son bien. Ça, c'est nouveau, ça, dans l'histoire humaine. Ben oui, ça fait quelques centaines d'années, mais c'est relativement nouveau. Bon, votre livre, vous ne brossez pas un tableau de
tous les régimes de propriété dans le monde, évidemment. Vous vous arrêtez beaucoup à ce qui se passe au Québec, oui, aux États-Unis. Au Québec, bon, à l'arrivée des colons, parce qu'avant l'arrivée des colons, les communautés autochtones, les peuples autochtones n'avaient pas cette idée de propriété du territoire. D'ailleurs, ça va créer un clash assez majeur. Mais nous, à l'époque de la Nouvelle-France, on connaît le régime féodal, en fait, le régime seigneurial issu du régime féodal. Peut-être nous tirer les grandes lignes, parce que c'est une propriété, oui, mais qui est partagée avec les communes, entre autres. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionnait. Simplement, la manière dont ça fonctionnait, c'est, comme vous venez de le dire, la propriété féodale, c'était une forme de propriété partagée d'une part entre le seigneur, qui était le propriétaire des lieux, mais c'est-à-dire que c'était à lui qu'appartenait la terre, mais un seigneur qui vivait de sa capacité à la faire cultiver par d'autres et à recevoir de ces personnes-là des services personnels, c'est-à-dire des redevances, des corvées. Et donc, ceux qui se voyaient accorder une terre par le Seigneur avaient sur cette terre-là un droit d'usage total et perpétuel aussi sur cette terre-là. Et donc, bien qu'il n'y ait pas la propriété entière, ils avaient quelque chose qui était plus proche d'un droit de propriété que ce qu'un locataire connaît aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est cet élément-là, entre autres, qui a fait que le régime seigneurial a quand même perduré jusqu'à la milieu du 19e siècle au Québec, ce qui n'est pas si lointain? Ça a été difficile, en fait, de l'abolir d'une certaine façon. Oui, ça a été très difficile à abolir, malgré le fait que partout en Amérique du Nord, la propriété a été organisée autrement. Oui. Et oui, ça s'est fait, je pense, en fait, si ma mémoire est bonne, au milieu du 19e siècle. Oui. Puis, malgré ça, la propriété féodale a persisté jusqu'au début du 20e siècle au Québec. Oui. En fait, c'est le régime, c'est la conquête, en fait, qui va vraiment... il va y avoir une confrontation philosophique, si on peut dire, sur la façon d'occuper le territoire, parce que cette idée-là de propriété, de pleine propriété, ça nous vient des Anglais. Oui, entre autres, effectivement. Oui, en Amérique du Nord, ça vient des Anglais, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était une conception du rapport à la terre et au territoire qui était totalement étrangère aux peuples autochtones. Oui. Et qui a servi aussi d'appât aussi, hein, pour faire venir des colons en Amérique du Nord. On leur a dit, quand vous allez venir, vous allez être propriétaire de votre terre, vous allez vivre d'une certaine indépendance, vous aurez plus à dépendre d'un seigneur ou d'une autre forme d'autorité, et puis donc, c'est l'avenir qui s'offre à vous. Oui. Les institutions étatiques vont devoir intervenir, cela dit, pour... je dirais, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais sanctifier la propriété du sol. On va créer 2 institutions, le cadastre national, qui va servir à produire une représentation de l'espace, et le bureau des enregistrements des titres. Ce qu'on appelle le registre foncier du Québec aujourd'hui. C'est drôle parce que, naturellement, avant de lire votre livre, j'avais souvent l'impression que l'État était une espèce de parapluie protecteur, en tout cas historiquement, à diverses périodes, une espèce qui offrait une protection pour que les gens soient logés, mais on se rend compte en lisant votre livre qu'au contraire, à certaines périodes, oui, il y a eu des politiques qui ont favorisé la construction de logements sociaux, mais souvent, l'État est venu, dans le fond, offrir des conditions pour que le capitalisme prenne de l'expansion. C'est tout à fait ça, en fait, et plus particulièrement dans le cas du régime foncier, c'est l'État qui a... Enfin, moi, c'est ce que je soutiens dans mon livre, c'est l'État qui a créé le régime foncier dans lequel on vit, parce que les institutions auxquelles vous faisiez référence, le cadastre, le registre foncier, etc., c'est des institutions qui ont été créées parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas d'amener des gens sur un territoire pour qu'ils s'approprient de manière ordonnée le territoire et de façon à permettre l'existence d'un marché. Parce que les gens s'entrevolaient leur propriété, les gens... prétendaient être propriétaires de parcelles alors qu'il n'y avait rien d'inscrit nulle part. C'est ça. Donc, il a fallu, à toute fin pratique, créer des titres valides de propriété. Et pour ça, dans un premier temps, il a fallu que l'État affirme sa souveraineté sur le territoire. Ça, c'est un constat important parce que c'est encore une condition aujourd'hui du régime de propriété. Puis c'est peut-être aussi
un appui sur lequel on peut justement s'appuyer pour penser des alternatives. Oui. Mais donc, il a fallu affirmer la souveraineté, il a fallu ensuite créer des titres, il a fallu diviser le territoire, le quadriller de façon à ce qu'on puisse délimiter des droits de propriété. Donc, c'est toutes ces institutions-là qui ont rendu possible l'existence d'un marché. Oui. Bon, justement, le marché va se développer selon de grandes périodes, je dirais, politico-économiques. Vous en identifiez 3, en fait, qui sont connus. Là. C'est pas une hypothèse de votre part. Il y a la révolution industrielle, évidemment, qui va transformer, particulièrement au Québec, parce que le Québec, en tout cas dans votre livre, vous le démontrez, a des caractéristiques qu'on ne retrouvait peut-être pas ailleurs, mais entre autres, le Québec était un endroit où les gens, souvent, le logement était un endroit où on y habitait, oui, où on se logeait, mais où on y travaillait, où l'éducation se déroulait également, où c'était multigénérationnel, et la révolution industrielle va venir briser ça et transformer les gens en travailleurs, où le logement devra être acquis moyennant un salaire et où on ne pourra plus faire tout ce qu'on faisait avant la révolution industrielle. Oui, ben c'est effectivement ça. Le logement ouvrier, en particulier, le logement très minimal, très mal entretenu et souvent surpeuplé, a joué un rôle assez important dans l'avènement de cette révolution-là, parce que justement, comme vous le soulignez, ça a permis de mettre fin à un mode de vie d'autosubsistance à domicile. Et donc, de mettre les individus dans une situation où, effectivement, ils devenaient dépendants d'un salaire. Puis d'un salaire qui allait leur permettre de payer cet accès au logement, dans lequel ils ne pourraient faire autre chose que se reposer en vue de reproduire leur capacité à travailler dans les usines. Donc, le logement ouvrier a joué un rôle clé dans le développement de l'industrialisation, parce que c'était pas, on pourrait dire, dans la culture, ou c'était pas un réflexe normal des gens qui avaient une tradition paysanne que d'aller travailler 12 heures dans une usine pour des salaires de misère. Oui, et le capitalisme avait besoin, l'industrialisation avait besoin d'une main-d'œuvre peu coûteuse aussi. Alors, et d'ailleurs, vous donnez l'exemple de Francis Cabot Lowell, qui est un industriel de la Nouvelle-Angleterre, qui est un peu celui qui va créer l'expérience fondatrice, et là j'utilise vos mots, l'expérience fondatrice de l'industrialisation et du développement du capitalisme organisé en Amérique du Nord. J'imagine que c'est lui qui a donné son nom à la ville de Lowell au Massachusetts. Oui, ou de nombreux Canadiens français sont allés travailler. Donc, d'ailleurs. Jack Kerouac est né à Lowell, au Massachusetts. Ah bon, Jack Kerouac, je sais que Louis Cyr aussi, sa famille était... Et vous démontrez avec ce cas-là, entre autres, que au-delà d'offrir un logement peu coûteux à une main-d'œuvre malléable, ça va au-delà de ça. On organise vraiment la vie dans ces résidences-là, où tout est réglé, le temps de prière, le temps de repas, le temps de repos. Évidemment, ça n'a pas duré dans le temps, mais c'est quand même fascinant qu'à l'origine, c'est ça qui est arrivé. Ben oui, et ça, c'est un cas particulier, c'était celui des villes industrielles. Dans des villes qui préexistaient à l'industrialisation, comme à Montréal, ça ne s'est pas toujours passé de cette manière-là, mais il y a des villes comme Lowell, justement, où c'était des industriels qui... autour de leur entreprise, de leur manufacture, bâtissaient eux-mêmes les logements, en étaient les propriétaires et venaient jusqu'à contrôler l'usage que les résidents en faisaient en fonction de leurs exigences d'employeurs. C'est-à-dire qu'il fallait, comme vous le disiez, s'assurer qu'on limite la consommation d'alcool, les loisirs, les rapports entre hommes et femmes. Donc, il y avait tout un système de contrôle social autour du logement d'entreprise. Bon. À l'époque, on est dans les débuts de la révolution industrielle. Parlons du cas de Montréal en particulier et peut-être d'autres grandes villes au Québec. Comment le marché se comportait? Qui possédait les terres, les terrains? Comment se construisait? De ce que je comprends dans la lecture de votre livre, ça aussi, je trouvais que c'était fascinant. Les pouvoirs municipaux, les gouvernements sont peu présents dans la planification urbaine. C'est laissé à des propriétaires qui achètent des lots, essaient de prévoir si ces lots-là vont être dans des endroits qui vont être courus pour la vente future, construisent eux-mêmes leur route, une part d'infrastructure pour attirer des gens. Est-ce que je me trompe? Non, en fait, l'exemple auquel vous faites référence, c'est celui, en fait, c'est ce qu'on pourrait considérer comme les ancêtres lointains des promoteurs immobiliers d'aujourd'hui. Ce qu'on appelait des lotisseurs, c'est des grands propriétaires fonciers qui, par exemple, dans le secteur de Maisonneuve, qui est une partie
de Hochelaga-Maisonneuve, en fait. Voilà, exactement. Étaient parvenus à s'approprier l'ensemble des terrains à des cultivateurs locaux, puis en ont organisé le développement. Oui. Donc, c'est eux qui pensaient ce développement, allaient même, au Canada anglais, il y avait même une pratique assez répandue qui voulant que les lotisseurs, pour s'assurer d'un certain contrôle sur le développement qui allait y voir le jour, oui. Imposaient des conditions d'usage du sol, puis souvent avaient des critères discriminatoires. On ne veut pas telle catégorie de personnes, on ne veut pas de locataires, on ne veut pas telle catégorie d'immigrants parce que ça fait baisser la valeur des propriétés. Oui. Donc, ils prenaient carrément en charge le rôle du développement qu'on pourrait s'imaginer, enfin, aujourd'hui, qu'on s'imagine être plus du ressort d'une municipalité ou d'un pouvoir public. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais bon. Arrive après ça les ports de Fordiste. On pourrait la situer autour des années 20, la Grande Dépression, jusqu'aux 30 Glorieuses. Donc, la révolution industrielle est bien en marche. Et là, oui, les entreprises vont avoir besoin de créer des logements pour les ouvriers, mais aussi pour des ouvriers spécialisés. Et c'est peut-être les débuts aussi de ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne qui a peut-être envie de s'éloigner un peu des quartiers ouvriers où on a l'impression que l'insalubrité, les mauvaises mœurs pourraient être pas des milieux attrayants. Et ça va avoir un impact par la suite, entre autres, sur les banlieues. Oui, bien sûr, parce que, en fait, c'est un peu le phénomène que vous décrivez, c'est un peu le résultat de l'industrialisation qui n'a pas juste amené de grandes richesses ou de grands progrès économiques, qui a aussi amené de la misère et des mouvements politiques qui... pas nécessairement révolutionnaires, mais qui... constatait que les conditions de vie dans les grands centres industriels étaient trop difficiles et ne pouvaient pas se maintenir. Et donc, qui ont poussé les gouvernements à intervenir et en plus de ça, excusez, il s'est aussi ajouté à ça la fameuse crise des années 30 où on s'est rendu compte que le capitalisme industriel, pour survivre, devait aussi se nourrir d'une consommation accrue. Donc, il fallait que les ouvriers... Enfin, on avait besoin d'ouvriers, mais on avait besoin aussi d'eux en tant que consommateurs. Voilà. Et donc, on a... penser que, à la fois pour répondre aux pressions politiques, mais et aussi pour répondre à la demande qu'on avait pour une consommation élargie, que l'accès à du logement dont on serait propriétaire, ça pourrait fournir un débouché et une possibilité de relance pour cette économie-là qu'on a appelée l'économie fordiste. Oui, parce que vous le soulignez, l'idée de s'endetter pour acheter une maison, qui aujourd'hui est tout à fait usuelle chez la plupart des gens, à cette époque-là, on parle encore de suite à la Grande Dépression, bien sûr, mais les années 30-40, c'est pas quelque chose de si évident. Les gens sortent d'une culture de l'épargne, de frugalité, et là, on essaie de développer un secteur, en fait, où on va dire aux gens, vous allez vous endetter pendant 30-40 ans pour acheter une maison. Il a fallu vendre cette idée-là. Oui, il a fallu la vendre, tout à fait, d'autant plus que à cela s'ajoutait une longue tradition de condamnation de l'usure par l'Église, entre autres. Donc, c'était pas pour des régions religieuses, c'était pas... le temps appartient à Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, l'usure, c'était vraiment, ou le prêt à crédit, c'était vraiment une chose à laquelle on recourait en cas d'extrême nécessité et souvent, dont on n'était pas fier. Et vous le dites, et souvent à des particuliers, c'est-à-dire que c'était pas si évident d'aller chercher du crédit chez les institutions, à moins d'être riche, et ça, vous le démontrez très bien dans votre livre. Dans le fond, les prêts hypothécaires, en tout cas, ce qui n'était pas nécessairement appelé des prêts hypothécaires, c'était des particuliers qui se prêtaient de l'argent entre eux, provenant de la même classe sociale. Oui, effectivement, à Montréal, par exemple, à la fin du 19e siècle, la majorité des prêts hypothécaires pour la construction résidentielle ou pour l'achat de terrain, c'était des particuliers qui prêtaient à d'autres particuliers membres de la petite bourgeoisie. Pourquoi? Parce que les banques voulaient rien savoir de faire des prêts hypothécaires. Ils trouvaient que c'était trop risqué. Puis,
par la suite, ça leur a même été interdit. Oui. Et d'autre part, parce que donc les particuliers qui prêtaient, parce que c'était une activité risquée, exigeaient des conditions de remboursement qui n'étaient pas à la portée de tous. Donc, c'était vraiment c'était très limité comme marché. Genre, au bout de quelques années, il fallait avoir remboursé son prêt. C'était impossible pour un travailleur même qualifié d'avoir accès à ces prêts-là. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là, on parle du Fordisme. En 1934 est créée la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui va être un outil aussi pensé par des gens de l'industrie qui sont devenus sous-ministres au gouvernement fédéral, qui va être un outil qui va, dans le fond, être, si je comprends bien, créé pour offrir des garanties au marché privé de crédit, mais pas sans lui venir en compétition. Oui, c'est ça. À partir des années 30, il y a eu différentes tentatives du gouvernement fédéral de lancer un véritable marché hypothécaire qui s'adresserait plus largement à l'ensemble de la population. Oui. Mais pour ça, il y a eu différentes étapes, mais qui ont culminé vers, en fait, l'introduction des banques dans le marché hypothécaire. Oui. C'est en 1954 avec un programme de la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui s'appelle l'assurance prêt, qui existe encore aujourd'hui, qui est encore très, très, très populaire et très important et qui permet effectivement aux banques de prêter à des ménages qui ne se qualifieraient pas normalement pour un prêt hypothécaire parce qu'ils n'ont pas la mise de fonds. Le fameux 20%. Ouais. C'est ça, le fameux 20%. Et donc, l'assurance prêt offre aux banques la possibilité de prêter à ces personnes-là sans risque, puisque ces personnes-là, en prenant un prêt, payent aussi une assurance à la SCHL qui va garantir la banque contre toute possibilité de défaut de leur part. Et donc, les banques prêtent sans risque. C'est ça. Ce qu'on oublie de rappeler c'est donc on a réussi à convaincre les banques d'investir dans le marché hypothécaire en leur disant faites-le et il n'y aura aucun risque puisque c'est les pouvoirs publics qui vont s'en porter garant. Et en plus, c'était même pas assez parce que on verra plus tard, mais dans les années 2000, on a tenté d'être encore plus vorace. Malgré le fait qu'on ne prenait pas trop de risques. En tout cas, on en reparlera parce que c'est un peu technique, mais c'est vraiment passionnant. Je veux revenir. Vous parlez de 1954, c'est l'entrée des banques dans le marché hypothécaire. Et c'est à cette époque-là un concept qui va vraiment, vraiment prendre du temps à s'imposer, mais qui aujourd'hui est en pleine expansion, c'est le condominium. Oui. Qui est créé, en fait, on crée la possibilité de ce type de logement dans les années 60. Oui, la possibilité juridique, effectivement, on a créé parce que, encore là, ça n'allait pas de soi. Ouais. Parce qu'un condominium, ce que c'est un immeuble qui contient plusieurs unités d'habitation, mais qui peuvent faire l'objet de droits de propriété distincts. Donc, contrairement à un immeuble locatif où tous les logements de cet immeuble-là appartiennent à un seul propriétaire, ou en tout cas à un groupe de propriétaires, mais un seul type de propriété. Là, on peut détacher, et c'était ça la nouveauté juridique, puis ça étonnait beaucoup les juristes de l'époque, on se trouve à détacher la propriété du sol et donc à pouvoir empiler des droits de propriété les uns par-dessus les autres. Et ça a été évidemment très lucratif pour l'industrie du développement immobilier, parce qu'on peut vendre 150 unités de logement dans la même tour. Et surtout, en premier lieu, je dirais, pour le marché hypothécaire, parce que 150 propriétés dans la même tour, c'est autant de prêts hypothécaires qu'on peut accorder, sur lesquels récolter des intérêts. Mais ce qui est intéressant, Louis Gaudreault, dans votre livre, c'est que vous allez plus loin avec cette réflexion sur le condominium, parce que en fait, c'est une hypothèse, et vous le dites clairement, là, mais c'est que ça a changé aussi le rapport du propriétaire de condo, le rapport aux autres dans la communauté, parce que vous écrivez que, dans le fond, le propriétaire de condo acquiert un statut semblable à celui d'un actionnaire d'une société financière. Il détient un droit exclusif, mais peut s'en dégager à tout moment, moyennant son investissement. D'ailleurs, vous citez un sondage réalisé à Toronto qui démontrait que le propriétaire de condominium avait 6 fois plus de chances d'appuyer des politiques de privation des services publics, de privatisation des services publics. En fait, ça renforce cette idée qu'un investisseur a moins besoin de l'État et va être plus ouvert à des politiques néolibérales. Et c'est précisément dans ce contexte-là que le condo a connu un essor. C'est vraiment à l'époque où les gouvernements ont commencé à se retirer de certains domaines, ont désinvesti, se sont retirés de certains programmes, et qu'on a commencé à promouvoir l'accès à la propriété comme
comme une façon non seulement de se loger, de se garantir une sécurité familiale, etc., mais aussi de faire l'acquisition d'un actif qu'on va pouvoir valoriser dans le temps et se servir par la suite comme rente de retraite. Ouais. Et le condo apparaissait pas au départ comme une solution, en fait, dans la culture populaire, acheter un condo dans une tour, c'était pas tout à fait aussi attrayant qu'une maison avec un terrain en banlieue. Oui, voilà. Exactement, avec un terrain. Et donc, la manière dont on a réussi à vendre le condo, c'est en l'insérant dans une espèce de cycle de l'accession à la propriété qui, justement, fait que le condo, c'est le logement qu'on s'achète quand on est jeune, qu'on va revendre à profit ensuite pour acheter une maison familiale lorsqu'on va fonder sa famille, qu'on va elle-même revendre à profit pour ensuite se dégager un petit montant pour sa retraite et pour réacheter un autre condo, mais qui, lui, est plus adressé à un autre. Et donc, c'est comme ça, c'est en segmentant le marché de la propriété, puis en présentant le condo comme un actif qu'on peut valoriser pour passer à des étapes supérieures de sa vie, puis s'assurer d'une sécurité financière qu'on a réussi à le vendre finalement comme produit résidentiel. Parlons des promoteurs immobiliers. Il y a un chapitre complet très fouillé sur ce secteur-là parce que rappelons-nous qu'à Montréal, entre autres, pendant longtemps, et même plus longtemps qu'ailleurs, on a eu le modèle de l'entrepreneur qui construit peu de maisons dans une géographie assez rapprochée. On n'est pas encore à l'époque des grandes compagnies qui vont acheter des grands lotissements qui vont y aller de plusieurs, de centaines de milliers d'unités par année. À partir de quelle année on constate justement, vous le dites, il y a des grandes fortunes, je pense autour des années 60, des grandes fortunes, les Bronfman, les Desmarais, qui vont embarquer dans la frénésie du marché immobilier. Mais au début, on reste quand même, c'est à petite échelle que se construisent les maisons. Oui, le secteur du développement résidentiel, je dirais que ça fait partie des secteurs qui ont résisté le plus longtemps à sa pleine intégration au capitalisme. Pourquoi? Parce que construire du logement ou développer des grands projets résidentiels, c'est risqué parce qu'on se trouve à immobiliser des sommes importantes de capitaux dans des projets à long terme qui peuvent mal virer pour un ensemble de raisons. Le climat politique, les intempéries, le secteur de la construction lui-même a toujours été un secteur sur lequel les capitalistes ont toujours eu de la difficulté à avoir un certain contrôle. Il y avait des corporations de métiers, aujourd'hui il y a des syndicats. Donc, c'était un secteur assez risqué, surtout pour du développement à grande échelle qui allait s'étendre sur plusieurs mois, plusieurs années. Ce qui a permis d'intégrer et d'attirer les grandes fortunes vers le développement immobilier, c'est encore une fois les initiatives du gouvernement fédéral qui, cette fois-ci, au sortir de la crise des années 30, mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale, vont constater qu'il y a un manque criant de logements. Et qu'il faut lancer des grands chantiers et les confier à des entrepreneurs privés, mais qui auraient la capacité de faire du développement à grande échelle. Et donc, on a créé toutes sortes de programmes pour faciliter l'investissement de masse et dans des grands projets résidentiels qui ont eux-mêmes favorisé l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les promoteurs immobiliers, c'est-à-dire des opérateurs dans le marché du logement qui sont pas seulement des constructeurs, sont pas seulement des lotisseurs, ce sont des gens qui ont une espèce de vue d'ensemble, des coordonnateurs du développement résidentiel. C'est des gens qui contrôlent toutes les opérations de A à Z, puis qui, justement, dans l'optique de minimiser tous les risques et de maximiser la rentabilité. Oui, donc ces grandes firmes-là vont se constituer dans les années 50, 60, 70, et arrive la crise des années 80 avec des taux d'intérêt, moi je m'en rappelle très bien, j'étais jeune, mais mes parents avaient une maison à vendre. Heureusement, l'entreprise pour laquelle mon père travaillait était chargée de la vente de la maison, mais les taux d'intérêt étaient à 20 %. On va voir que les grandes entreprises qui intégraient toutes les étapes de développement, les techniciens juridiques, l'architecture, ils vont se désintégrer et faire place à des compagnies, comme vous venez de le dire, peut-être un peu plus petites, mais plus flexibles, qui vont, et ça va être la tendance qui est encore, je crois, aujourd'hui la même, qui vont à peu près sous-traiter tous les secteurs de la construction et de la planification pour en minimiser les risques.
Oui, et alors c'est de plus en plus ce genre de compagnie-là qui domine le marché du développement résidentiel dans des grands centres comme Montréal, par exemple, où effectivement, c'est des entreprises qui font... c'est pas eux qui construisent. Donc ça, ils ont pas leurs propres employés, ils donnent ça en sous-traitance. Ce qu'ils font, eux, c'est la prospection de terrain, le montage financier, et puis la supervision des chantiers. Même là encore, ils peuvent engager des gens spécialisés pour superviser les chantiers. Et l'aspect qui est devenu un des plus névralgiques avec le financement, c'est la mise en marché. Donc, ils planifient minutieusement la mise en marché de ces produits résidentiels-là, parce que comme ils ont une capacité accrue de développer, ce qu'ils visent désormais, ce n'est pas simplement de construire du logement, mais dans certains cas, il y en a qui le disent de but en blanc, c'est de construire des communautés. Donc, on ne fait pas juste loger du monde, on va aussi produire un mode de vie. Ah, oui. Enfin, on joue à... on prétend. Oui, on prétend, c'est ça. Bon, parlons de ça, parce que là, on arrive donc après la crise de 80, c'est l'époque peut-être au début de l'ère néolibérale et de la financiarisation, où là, des grands fonds d'investissement vont investir dans l'immobilier, et ça va avoir des impacts aussi sur la structure de ce marché-là. À Montréal ou au Québec, l'arrivée des grands fonds d'investissement, on peut la situer au tournant des années 2000. Bon, OK. Et cette arrivée-là a eu un impact parce que de plus en plus que les fonds d'investissement font, excusez pour la redondance, mais c'est qu'ils ne font pas que financer le projet comme autrefois quelqu'un qui avait beaucoup d'argent pouvait la confier à un promoteur qui allait développer un projet. Ces fonds, ils vont s'associer à un promoteur. Ils parlent même de partenariats avec lesquels ils vont partager la fonction de promoteur. C'est-à-dire que le fonds va avec le promoteur penser au produit, va penser à la mise en marché, va surveiller la réalisation du projet. Et ce que ça change dans les faits, c'est que ces fonds-là, eux, leur seule fonction, c'est de générer des rendements pour leurs investisseurs, pour leurs cotisants. Et souvent, ces rendements-là sont très élevés parce que le marché de l'immobilier, ça comporte certains risques, puis on réussit à attirer des investisseurs en leur disant « on va vous procurer des rendements qui sont supérieurs à ce que vous pourriez retrouver sur les marchés financiers ». Donc, la présence, l'association des fonds avec les promoteurs, ça crée une pression sur le niveau de rentabilité des projets et donc aussi sur le niveau des prix, le prix auquel on vend ces projets-là en bout de ligne aux individus. Mais c'est ça qui est fascinant quand on lit votre livre, Louis Gaudreault, c'est que là, on se rend compte que, justement, entre autres, ces éléments-là, c'est ça qui met une pression sur la valeur des terrains, donc sur les taxes foncières, parce que les municipalités, leurs revenus proviennent des taxes foncières, donc plus c'est élevé, plus c'est payant. Et que des fonds d'investissement comme ça s'associent à des promoteurs pour développer des projets, on peut bien se douter que ça ne sera pas des projets locatifs, entre autres. On va essayer de créer des projets avec une marge de profit la plus élevée possible. Alors, ça va être souvent des projets vers les clientèles les plus aisées. Fait que ça fait un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. En fait, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de pression sur les paliers municipaux pour qu'ils proposent des solutions à ce type de développement-là. Et jusqu'ici, la solution qui est apparue, à Montréal, du moins, c'est celle de au début, c'était de les inciter. Maintenant, on les contraint un peu plus à développer du logement abordable à l'intérieur même de leur grand projet. Et la réponse est toujours la même. C'est une résistance très, très forte. Il n'y en est pas question pour eux de développer du logement abordable parce que ça défait tout leur modèle d'affaires. Parlons d'hypothèque. On n'a pas parlé beaucoup, mais on en a parlé, oui, on dit le mot hypothèque, mais et vous avez consacré un chapitre sur l'hypothèque parce que vous dites que c'est un domaine qui est largement méconnu. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, moi j'ai appris ça aussi dans votre livre. L'hypothèque existe depuis l'Antiquité. Donc, quand même, antérieure. C'est pas une création du capitalisme. Non, c'est pas une création du capitalisme. Ce que le capitalisme a fait, c'est d'en permettre la massification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est rendu quelque chose d'assez usuel. Il y a 70
de la population au Canada, je pense, qui est propriétaire de son logement. Alors, donc, possiblement 70% de la population qui a déjà eu un prêt hypothécaire. Donc, mais ça, c'est relativement nouveau. Et ça, c'est le produit des changements dont on a parlé tout à l'heure, donc de l'arrivée des banques, de l'assurance prêt, de la SCHL, et plus récemment d'un développement là, autour de la titrisation. Oui, ben parlons-en. Mais juste avant ça, vous abordez aussi la marge hypothécaire, c'est-à-dire que vous nous rendez compte de cette idée de crédit et de se servir d'une maison pour augmenter son crédit pour des projets qui n'auront pas nécessairement rapport avec la maison. Oui, en fait, c'est des produits qui sont apparus vraiment dans le contexte dont on parlait tout à l'heure, celui du retrait de l'État. Et là où est apparue l'idée qu'on pouvait se servir de la valeur anticipée, de la valeur marchande, mais qui n'est pas encore réalisée parce qu'on ne l'a pas vendu, notre maison, pour générer un nouveau prêt dont on peut se servir pour réinvestir sur le marché financier, investir dans ses REER, se payer des vacances, bref, et donc se réendetter sur la base de la croyance, en fait, sur la croyance que la valeur de notre propriété va continuer d'augmenter. Parlons justement, parce que c'est un peu les mêmes bases, en tout cas, si je comprends bien, la titrisation hypothécaire, un mot qu'on entend plus souvent, mais qu'on a, la plupart, en fait, si vous avez des REER ou une maison, vous en avez subi les conséquences lors de la crise de 2008, et ça aussi, cette pratique-là des marchés financiers fait partie du servicieux dont je parlais tantôt, qui fait augmenter les prix et qui est une boucle sans fin. Parlez-nous un peu de ce magnifique concept, cette invention de l'ère néolibérale, la titrisation hypothécaire. La titrisation hypothécaire a été effectivement au cœur de la crise américaine des prêts subprime et c'est vraiment surprenant qu'on ne s'en soit pas plus préoccupé que ça au Canada parce que c'est une activité qui est tout aussi importante. Ce qu'on a évité au Canada, c'est les fameux prêts subprime là, aux personnes sans emploi, etc., quoi qu'on ait passé près de ça. Mais quoi qu'il en soit, la titrisation, c'est quelque chose qui a été rendu possible par des programmes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, encore une fois, dès la fin des années 80, mais ça s'est accéléré au début des années 2000 avec la création du programme des obligations hypothécaires du Canada. Et ce que c'est la titrisation, finalement, c'est la possibilité pour une banque de regrouper des prêts hypothécaires accordés à différents ménages et de les revendre sous la forme de titres financiers à des investisseurs. Donc, vous et moi, mais c'est souvent plus d'autres banques ou d'autres fonds qui vont acheter des banques une partie des prêts hypothécaires qu'elles ont accordés. Et ce qu'elles achètent, c'est pas nécessairement des prêts comme tels, c'est des tranches de revenus générés par le groupe d'hypothèques en question. Et donc, ce que ça fait, c'est que la banque, en vendant ces prêts-là, en chargeant un petit frais, bien entendu, va aussi récupérer tout de suite l'argent qu'elle aurait pris plusieurs années à récenter de la part de ses clients pour le réinvestir tout de suite dans le marché de l'immobilier, dans le but possiblement de revendre les prêts. Ben oui, c'est vraiment une boucle sans fin. Oui, et je pense que c'est une des raisons dont on parle assez peu qui explique pourquoi il y a eu un afflux aussi important de capitaux sur le marché de l'immobilier au Canada depuis 20 ans, c'est qu'on a trouvé par cette manière-là, qui est encore une fois entièrement garantie par le gouvernement fédéral et la Société canadienne d'hypothèques et de logement, on a trouvé une façon d'accroître l'investissement dans le marché immobilier, puis avec évidemment les conséquences sur le niveau des prix. Et en fait, vous en parlez, on n'en parle pas parce qu'on n'aura pas le temps, mais le livre est vraiment dense, mais vous parlez de la liquidité, l'importance de ce concept-là de liquidité pour que le marché immobilier réponde aux exigences du capitalisme. Et la titrisation en fait partie, visiblement. Oui, parce que ce que je disais tout à l'heure des craintes historiques des investisseurs à s'engager dans le marché de l'immobilier, c'est lié au fait que c'est un marché qui est très illiquide parce qu'on immobilise des capitaux pendant longtemps. Et puis la liquidité, c'est le contraire, c'est la possibilité de monnayer immédiatement un investissement. Donc, quand on possède des actions, elles sont liquides quand on peut les revendre tout de suite.
Un prêt hypothécaire, par définition, c'est pas liquide parce que c'est un engagement sur 20, 25 ans, 30 ans, des fois même 40. Et donc, c'est pas liquide, mais en créant des titres qu'on peut revendre immédiatement et que ceux qui les acquièrent peuvent eux aussi revendre s'ils jugent qu'il faut s'en débarrasser ou s'ils jugent qu'ils pourraient faire un profit en les revendant à d'autres, ben là, ils détiennent quelque chose qui est liquide, mais qui est construit à partir de quelque chose qui l'est absolument pas. Ouais. Et là, ça crée une espèce de rupture entre l'univers financier qui, lui, investit dans le logement, dans le marché du logement, et puis les ménages, eux, qui tentent de se loger. Bon, on va terminer avec les solutions, parce qu'on va essayer de donner de l'espoir quand même. Mais il n'y en a pas des... En fait, c'est la fin de votre livre s'arrête un peu sur... Et vous le dites, on pourrait faire un autre livre, entre autres sur les théories de Bernard Friot, que je ne connaissais pas, qui me semble assez radical. En tout cas, si je me fie à l'ambiance actuelle, là, je ne suis pas sûr qu'on a envie de procéder à la suppression de la propriété et du crédit lucratif, mais selon vous, là, quelles sont les solutions? Parce que ça va peut-être continuer à monter les prix, puis tout le monde ne pourra pas s'enrichir avec le marché immobilier. J'ai l'impression qu'on nous vend ça, cette idée-là. Il suffit d'embarquer dans le marché pour être un gagnant à vie, mais le modèle ne peut pas perdurer éternellement. Oui, moi je suis de ceux qui pensent que la suppression du crédit lucratif et de la propriété lucrative sont des horizons quand même qu'il ne faut pas perdre de vue. Okay. Mais je vis pas non plus sur la planète Mars, puis je suis bien conscient que c'est pas demain qu'on peut envisager ça. Mais je pense que s'il y a une chose qu'on peut retenir, c'est que le marché de l'habitation, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel ou qui est tout à fait naturel dans son fonctionnement. Il dépend sur un ensemble d'outils collectifs qu'on s'est donnés puis qui en permettent le fonctionnement. Et ça, je pense que ça nous donne la piste, ça ouvre une voie à la réflexion sur la manière dont on pourrait reprendre un contrôle collectif sur ce marché-là qu'on a créé collectivement. Et le problème précisément des dernières années, c'est qu'on a laissé faire le secteur privé et les secteurs financiers, on les a laissés s'approprier ce marché-là, alors qu'on a tous les instruments à notre possession pour reprendre un certain contrôle collectif sur ce secteur-là, et ça peut prendre différentes voies. Avez-vous l'impression qu'il faudra une crise sévère pour que ces réflexions-là accouchent vers quelque chose? T'sais, on le sait, les coops d'habitation sont une solution. Vous parlez des fiducies foncières communautaires que je connaissais moins, mais c'est vrai. Puis rappelons-le, on l'a dit au début, la propriété foncière en elle-même n'est pas privée. Elle a besoin de l'État pour exister. Là. C'est un mécanisme collectif. On a décidé d'en faire quelque chose de précis, mais ça pourrait être autre chose. Ou tout à fait, ça pourrait être autre chose. Et en fait, il y a des modèles qui existent déjà. On a déjà, par le passé aussi, disposé d'investissements collectifs dans le logement. Le gouvernement fédéral, avant de financer les marchés financiers, faisait des prêts à faible taux d'intérêt pour développer du logement abordable, du logement communautaire, ce qu'il a essayé de faire. Et donc, moi, je me dis, en tout cas, il faudrait, dans un premier temps, commencer à réfléchir à la possibilité de réduire la place que certains acteurs occupent dans le marché financier pour... si on veut reprendre un contrôle collectif sur l'habitation, il faut agir directement. Je pense que les États ou les collectivités pourraient agir directement plutôt que de passer par des intermédiaires, que sont les banques, les marchés financiers et même les grands promoteurs. Tout à fait. Louis Gaudreault, merci. Je pense qu'une des premières étapes de cette réflexion, c'est de lire votre livre, Le promoteur, la banque et le rentier. C'est publié chez Luxe. Évidemment, on va mettre toutes les informations sur la page Facebook de la balado. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre livre et j'invite vraiment les gens à le lire pour nous permettre de comprendre dans quel monde immobilier on vit. Merci, Louis Gaudreault. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Chantera vos gammes, que le meilleur gagne. Les frontières sont ouvertes. Déclarer si ce soir c'est la fête. Les vedettes sont inquiètes, elles se maquillent, fument une cigarette avant d'aller sur la sellette. Eurovision, Eurovision, Eurovision. Eh oui, on va parler de l'Eurovision. Jean-Sébastien Barbeau, bonjour.
Bonjour, et on vient d'entendre Telex qui chantait Eurovision pour la Belgique en 1980. Première fois où il y avait un synthétiseur. Oui, Telex est un groupe un peu précurseur de la musique électronique européenne. Donc, je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias à Paris. Vous êtes celui qui nous entretenait de la chose médiatique. Et là, vous m'avez proposé il y a 2 semaines de faire une chronique sur l'Eurovision. J'avoue que je ne suis pas fan de l'Eurovision. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 88, quand Céline Dion a gagné pour le Luxembourg, je crois. La Suisse. La Suisse, voilà. Bon. Vous m'avez proposé, c'est là que j'ai été, ça m'a intéressé, c'est que vous avez proposé un angle politique, parce qu'il y aurait beaucoup de politique dans ce concours d'Eurovision. Peut-être rappeler un peu l'origine de ce concours-là, Jean-Sébastien? Originalement, c'est quoi? C'est un concours musical entre pays. C'est une espèce d'American Idol ou des Jeux olympiques de la musique où des pays européens, aujourd'hui une quarantaine, et des pays qui sortent de l'Europe. On pense, le Maroc a déjà participé une fois, Israël a déjà gagné 3 fois, il y a la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, et plus récemment, on voit aussi la participation de ce pays européen qui s'appelle l'Australie. Donc, le pays européen qui s'en est mieux sorti pendant la pandémie, d'ailleurs. Exact. Ce magnifique pays. Et donc, l'Eurovision rassemble aujourd'hui environ 40 pays. Cette année, il y en a 39, mais elle rassemble surtout 200 millions de téléspectateurs. Mais à l'origine, Jean-Sébastien, c'était vraiment pour créer un sentiment culturel européen, si je me trompe. Exact. On sort de la guerre, il faut reconstruire, il faut tout reconstruire, donc aussi bien partir sur des nouvelles bases communes. Et l'idée, c'était qu'au travers d'une organisation qui allait centraliser un peu des productions européennes, qui s'appelle l'Union européenne de radiodiffusion, l'idée, c'était de pouvoir mutualiser les forces et de pouvoir créer des programmes de qualité. Aujourd'hui, l'Eurovision, si vous avez la chance de le regarder, ça paraît que... c'est bien produit parce qu'il y a beaucoup d'argent et le rendu est quand même assez spectaculaire, même si les chansons sont parfois... Très quétaines. Très quétaines, voilà. Si on veut le regarder, ça prend... il faut avoir des temps libres. C'est quand même long. Hein. Il y a un processus de vote qui est quand même assez... Je dirais laborieux, mais qui est quand même... qui s'étend dans le temps. Oui. Déjà, la finale d'Eurovision, comme on va le voir samedi prochain, si vous voulez le voir, vous pouvez vous connecter sur omnitv.ca. OmniTV, c'est une chaîne multiculturelle canadienne-anglaise et c'est diffusé sur Internet. Donc, la semaine prochaine. Oui. Et le concours dure 4 heures. Oui. Il y a 26 pays qui chantent avec des chansons qui durent au plus 3 minutes et la partie du vote qui dure facilement 1h15, 1h30. C'est quand même très long. Parce que tout le monde est branché en même temps, puis là, on va rejoindre un pays à la fois, puis on leur demande leur vote, c'est ça? Exact. Et il donne des points allant de 1 à 12, donc il donne le top 10, donc ça donne 1 à 8 points, et ensuite 10 et 12. Bon. Et l'idée, c'est que vous voulez essayer de maximiser vos 12 points pour gagner le concours. Par contre, vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays. Si vous êtes en France, vous ne pouvez pas voter pour la France. Bon. Et l'esprit de la règle aussi implique que si vous êtes français, mais vous vivez en Espagne, vous ne pouvez pas voter non plus pour la France. On vous déconseille de le faire. Ouais. Mais on le voit, parce que dans la partie du vote de l'Eurovision, on voit cette géopolitique qui se déroule. Et les Européens trouvent que c'est pipé pour cette raison-là. C'est une opinion qui est partagée même par les commentateurs télévisés. En fait, personne s'en cache. Tout le monde sait et accepte ce jeu-là. Et il existe plusieurs études universitaires qui essaient de comprendre cette idée de vote qu'on surnomme le vote ami. Et on voit qu'il y a 2 facteurs qui entrent en ligne de compte. D'un côté, c'est une porosité culturelle des frontières, c'est-à-dire que vous partagez des éléments culturels avec d'autres pays. Donc, pas nécessairement des pays qui sont très proches de vous. Ouais. Exemple, le Canada et les États-Unis, oui, on partage beaucoup de choses, mais aussi il peut y avoir une espèce d'amalgame régional. Donc, les pays des Balkans, par exemple, sont reconnus pour faire un vote assez proche. Ils se tiennent parce qu'il y a un brassage culturel, parce que les gens ont déménagé à force des guerres. Mais l'alliance la plus forte, c'est celle qui se déroule entre les pays scandinaves, l'Islande, la Suède, la Norvège et le Danemark, qui s'accordent presque systématiquement leur meilleure position, indépendamment de la qualité de leurs chansons, et quand on regarde surtout le classement final. Donc, il y aura toujours, par exemple, si disons c'est la Norvège qui vote, elle va donner 8 points au Danemark, 10 à la Suède, 12 à l'Islande, et inversement pour les autres pays. Donc, ils vont toujours toujours truster le classement de ces pays nationaux-là. Donc, c'est un peu frustrant, mais ça peut pas être aussi frustrant que la relation qu'il y a entre la Grèce et Chypre, où
On le sait, tout le monde le sait, le public dans la salle qui assiste à l'Eurovision le sait, les 15 à 20 000 personnes le savent, qui vont se donner mutuellement les 12 points. Et inévitablement, les gens vont huer le fait que la Grèce a 12 points à Chypre et inversement. Bon, là, il y a eu quand même, au cours des années, le concours a commencé en 1956, il y a eu quand même, au cours des années, des chansons qui ont inspiré ou marqué des mouvements politiques. Et 1974 est une bonne année. L'année où ABBA, d'ailleurs, avait gagné avec la chanson Waterloo. ABBA qui n'était pas encore le groupe disco-pop qu'on connaissait. En tout cas, n'avait pas le succès mondial qu'ils ont connu. Et ils ont gagné en 1974. Mais il y a une chanson plus intéressante que ça en 1974. Oui, en fait, il y en a même deux. Oui. Un, c'est le Portugal, l'autre, c'est l'Italie. On va commencer avec le Portugal parce que je trouve que c'est peut-être l'événement le plus heureux qui est arrivé au cours des dernières années, en fait, dans cette époque-là. On a une chanson qui a contribué littéralement à la révolution des œillets. Et cette chanson-là, c'est « E depois do adeus », donc « Et après les adieux ». Quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber. Ça pourrait être du Frank Sinatra, presque. C'est très crooner. Oui, c'est assez crooner, mais ça n'a pas la même teneur qu'une chanson crooner, dans la mesure où 3 semaines plus tard, les putschistes révolutionnaires portugais se sont servis de cette chanson pour faire la révolution de leur pays et mettre fin à 44 ans de dictature sous Salazar. Sous Salazar, voilà. Ouais, c'est fou quand même. Et en Italie, on a une autre chanson qui a été marquante, mais pas nécessairement... peut-être moins sur le plan politique, ou en tout cas peut-être plus politique intime ou intérieure. Je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça. Oui, intime, ça a le mérite d'être clair. Surtout quand vous allez savoir à quoi je renvoie. Oui. C'est que la chanson qu'on va entendre par Ginola Cinquetti, le titre s'appelle « Si » et c'est un mot qui revient souvent dans la chanson. Si, la mia mente disse si, per paura, per amore, non me lo chiesi mai, si, dolcemente dissi si, per provare un'emozione che non ho... Très belle voix. Et en plus, il y a un crescendo qui suit. Oui. Je trouve cette chanson magnifique. Oui, vraiment. Franchement, dans les années 70, personnellement, c'est une de mes chansons préférées. Oui. Mais plus sérieusement, si le mot revient très souvent et la RAI, la télévision publique italienne, a décidé de censurer pas seulement la chanson, mais l'entièreté du concours. Donc, les Italiens n'ont pas vu la victoire de ABBA et n'ont pas vu la magnifique 2e place de leur chanteuse italienne. Pourquoi? La raison, parce que la RAI pensait que cette chanson-là allait influencer les gens à voter oui à un référendum qui allait se dérouler 1 mois plus tard. Le sujet du référendum, le rétablissement de l'interdiction du divorce. Ah ouais. Et le résultat final a fait en sorte, le résultat de la votation a été que 60% des Italiens ont dit non, on ne veut pas rétablir le divorce contre 40%. Donc c'était quand même un mouvement qui pouvait, à la limite, peut-être se comprendre. Mais est-ce que Mme Cinquetti a avoué que sa chanson avait cette portée-là ou les autorités ont été un peu trop frileuses? Les autorités ont été frileuses ici, parce que c'était vraiment pas le but de la chanson, et il y avait vraiment une volonté. Je pense qu'on voulait peut-être éviter un certain mouvement social italien, des grèves ou des manifestations. Ouais. Il y a eu une certaine crainte, un certain conservatisme, et donc dire on ne va pas présenter le concours pour cette raison-là. Bon, transportons-nous dans le conflit avec la Crimée, entre autres, parce que bon, là, on est dans les années 2000, mais la politique, encore une fois, prend énormément de place. Il y aura plusieurs, on pourra parler d'autres événements qui ont eu lieu dans les années 2000, mais la politique ne prend pas de pause dans l'Eurovision. Non, la politique ne prend pas de pause et les relations entre la Russie et l'Ukraine sont assez difficiles et elles sont
très bien reflété dans l'Eurovision. Juste avant de vous parler d'événements qui se déroulent uniquement dans les années 2010 avec la Russie et l'Ukraine, il y a un événement qui me vient en tête, c'est l'année 2004, suivant la révolution orange. Le chanteur norvégien qui fait une espèce de glam rock cette année-là a une magnifique écharpe orange qui brandit pendant le concours, et le concours se déroule à Kiev, donc il vient soutenir un peu la révolution orange. C'est quand même un bold statement, comme on dit, mais c'est quand même assez fort. Oui. Et donc là, je vous amène ensuite, Fred, à 2014, où là, tout déboule. Là. On va voir des événements se dérouler presque à chaque année. Après l'annexion de la Crimée par la Russie, la chanson russe à l'Eurovision contient des paroles qui sont quand même à double sens. Les paroles sont en anglais, je vous les traduis, et la réaction du public était très négative. Ils ont carrément hué la chanson. Donc, dans les paroles, on peut y entendre « Vivant sur la limite, plus près du crime, traversant la ligne un pas à la fois, peut-être qu'il y a un endroit, peut-être qu'il y aura un temps, peut-être qu'il y aura un jour où tu seras à moi. » Si on ne voit pas la référence à la Crimée ici, c'est pas très subtil. On voit pas, non, l'Eurovision, c'est jamais subtil, Fred. et là, on a une preuve qui est indéniable. Oui. Bon, allons-y avec l'autre chanson. Celle-là aussi, elle n'est pas subtile, mais elle est pleine d'émotions. Elle est pleine d'émotions et c'est une de mes chansons préférées. La chanson s'appelle 1944 et c'est chanté par Jamala. Bon, là, on sent la voix un peu fragile. C'est qu'il faut quand même comprendre que Jamala vient rechanter, dans le fond, parce qu'elle a gagné. Elle a appris qu'elle a gagné, et là, c'est la gagnante vient refaire sa chanson. Exact, c'est la tradition pour terminer le concours, le générique roule et la personne ou le groupe qui gagne vient refaire un tour de chant sur scène. Et ici, la chanson de 1944 relate la déportation des Tatars, qui est une minorité turcophone de Crimée. Donc, ce qu'on a entendu, c'est du tatar ukrainien et Jamala est elle-même une tatar. Et donc, ici, on s'inscrit vraiment dans l'idée par rapport à ce qui s'est déroulé en Crimée 2 ou 3 ans plus tôt. Ouais. Et on l'inscrit dans une période, dans quelque chose de beaucoup plus grand, qui est la déportation des Tatars de Crimée par les Russes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, les Russes ont voulu mettre un protège sur la chanson plusieurs semaines avant le concours en disant que c'est une chanson politique. Cependant, l'UER, donc l'organisation qui produit l'Eurovision, a dit non, c'est pas une chanson politique, c'est une chanson historique, parce que ça relate quelque chose du passé. Ouais. Et comme argument, ils se sont servis de la chanson française de l'année précédente qui racontait une histoire à propos des militaires lors de la Première Guerre mondiale. Donc, on voit que l'Eurovision, c'est pas toujours quelque chose de récent non plus. Oui, non, effectivement. Là, la semaine prochaine, là, on connaît toutes les chansons? Est-ce qu'on les sait d'avance ou ça va être dévoilé lors du concours samedi? Non, on les connaît déjà toutes parce qu'il y a déjà eu des sélections nationales un peu partout en Europe. La France a fait sa propre sélection nationale télévisée, la Suède aussi. Certains pays ont choisi un peu à l'interne avec un comité d'experts. Et en ce moment même, il y a des répétitions dans la ville de Rotterdam où se déroule le concours. Donc, on voit les évolutions, on voit les mises en scène. Personnellement, je connais toutes les chansons. Bon, et là, c'est ça. Est-ce qu'il y a un potentiel? Sur qui va gagner. Est-ce qu'il y a un potentiel de controverse ou de chansons qui vont être en accord avec ce qui se passe sur le plan politique en Europe? Alors, il y en a une, mais elle a déjà été exclue parce que la chanson est considérée justement comme politique. Ah ouais? Et cette chanson-là, c'est celle de la Biélorussie. On ne verra pas la Biélorussie cette année parce que la chanson, comme je disais, elle est politique. Ouais. Alors, souvenez-vous de ce qui s'est passé l'été dernier, plus particulièrement au mois d'août. La Biélorussie, à ce moment-là, connaît des vagues de manifestations quasi inédites parce que le peuple biélorusse considère que la réélection d'Alexandre Loukachenko, qui est président depuis 1994, n'oubliez pas, on est en 2021, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, a été considérée comme truquée. Oui. Et la principale dissidente s'est enfuie de la Biélorussie par peur de représailles et elle est en ce moment encore en Lituanie, pays voisin. Oui. Donc, on avance dans le temps au début du mois de mars. À l'approche du concours, le diffuseur d'État, ici on ne peut pas vraiment parler de télévision publique, non, c'est ça. d'État. La nuance est importante. Oui, la nuance est importante. La BTRC, donc, annonce un groupe qui s'appelle Galati Zemtsa, avec un titre, et là, je vais massacrer le biélorusse ici, Yanachu Tebia, qui veut dire « Je t'apprendrai ». Oui.
Et rapidement, il y a eu des demandes de retrait de la chanson parce que les paroles sont jugées politiques. Il faut savoir que, comme je disais, l'Union européenne de radiodiffusion interdit, et là, je cite la règle, tout mot ou tout geste de nature politique ou assimilable. Et c'est vraiment sur l'idée d'assimilable qui cause problème ici. Parce que le refrain laisse entendre un soutien à Loukachenko. Déjà, le groupe soutenait ouvertement Loukachenko. Il n'y a pas de doute, là. Et critiquait les mouvements de contestation. Mais les paroles donnaient quand même un certain sens en disant, et ça c'est le refrain, « Je t'apprendrai à manger dans ma main, je t'apprendrai à mordre à l'hameçon, je t'apprendrai à marcher à la baguette, heureux les pauvres en esprit, je jouerai de la musique pour toi, je t'apporterai le monde sur un plateau, tes chagrins deviendront plaisanterie. » Il y a vraiment une idée de dictateur, de contrôle, et la chanson a été très mal reçue et a été tout simplement disqualifiée. Et donc, la Biélorussie ne participe pas à l'Eurovision cette année. Bon. Je termine, Jean-Sébastien. Merci en passant, parce que je n'étais pas inquiet, mais je dis, mon Dieu, j'ai hâte de voir comment il va nous fabriquer une chronique politique sur l'Eurovision. Et vous avez très bien réussi. Et on va terminer avec ma chanson préférée. J'ai un petit côté un peu kitsch parfois. Et j'avais 12 ans quand cette chanson-là a gagné l'Eurovision. C'était en 83. C'est Corinne Hermès. J'avais 12 ans et je trouvais la chanteuse... la vie était cadeau. Oui, voilà. Je trouvais la chanteuse très belle et j'aimais beaucoup cette chanson-là. On va se quitter là-dessus. Merci, Jean-Sébastien. À bientôt. Ça fait plaisir. Nous, c'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps, mais le temps... Voilà, c'est conclu ce 34e épisode de la balado de Fred Savard. Merci à Larry Dufresne à la co-réalisation. Merci à Andréane Obansawin qui me donne un grand coup de main. Alexandre Laperrière également, le recherchiste qui m'aide à construire les entrevues et les segments. Je suis en grande réflexion pour la suite des choses. Il y aura une suite des choses, vous le savez, la saison 4, mais je veux vraiment comme on dit dans le milieu, qu'on brasse la soupe. Alors, on est tout à fait là-dedans. Soyez restés à l'affût. En fait, on va annoncer toutes sortes de choses qui s'en viennent à l'automne. Question d'amener le projet plus loin. Cet été, il y aura aussi des choses qui vont être diffusées sur la balado avec Godefroy Laurando, entre autres. Donc, on ne prendra pas beaucoup de pauses. En tout cas, la balado ne prendra pas beaucoup de pauses. Voilà. Et je le fais parce que je sais que vous êtes là, parce que vous m'écrivez, parce que vous manifestez votre intérêt. Ça, c'est vraiment... Je le dis souvent, mais cette communauté-là qu'on se crée est vraiment extraordinaire. Alors, passez une belle semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Amadou Sadjobari. Il devait être là cette semaine, mais là, l'épisode s'est monté différemment. Alors, je lui ai demandé de reporter la semaine prochaine. Hélène Faraji sera de retour également. Et il y aura d'autres choses. On est tout en train de monter ça dans les prochains jours. Allez, bonne semaine tout le monde. Salut.